Salut! J'avais publié cette vidéo il y a quelques semaines, dans laquelle on peut voir ces images qui sont générées à l'aide d'un programme. J'avais dit que je ferais une vidéo pour vous montrer comment ce programme fonctionne, et bien il s'agit de cette vidéo. Alors vous vous dites peut-être que ce programme doit être assez compliqué pour pouvoir générer une telle variété de motifs, mais en réalité ce n'est pas le cas. Voici par exemple une version de ce programme que j'ai fait en Python. Le résultat est moins joli puisqu'il est dans le terminal, mais vous pouvez voir qu'on retrouve les mêmes motifs. Dans cette vidéo, je vais vous parler des automates cellulaires élémentaires, je vais vous expliquer leur fonctionnement et comment les programmer. Alors je vais commencer par expliquer ce que sont les automates cellulaires élémentaires avant de les programmer, donc si vous voulez juste savoir comment les programmer, vous pouvez vous rendre directement dans la partie programmation de la vidéo. Pour les autres, on commence. Alors avant d'expliquer ce que c'est qu'un automate cellulaire élémentaire, je vais juste vous expliquer ce que c'est qu'un automate cellulaire tout court. Alors pour vous faire une idée de ce que c'est que des automates cellulaires, vous pouvez imaginer ça comme des sortes de simulations simplifiées. Dedans, il n'y a qu'un réseau de cases, et ces cases vont changer d'état au fil du temps. Alors bien sûr, ce que je vous ai dit, ça n'a aucun sens mathématiquement, je vous ai donné aucune précision, c'était juste pour que vous puissiez un peu imaginer à quoi ça ressemble. Mais pour bien définir un automate cellulaire, il faut 4 choses en tout. La première chose, c'est la dimension de l'automate cellulaire. Ça va permettre de savoir comment sont arrangées les cases du réseau. Par exemple, si vous arrangez les cases en quadrillage, on aura 2 dimensions, donc cette valeur vaudra 2. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'alphabet. C'est l'ensemble de tous les états que peut avoir une seule case dans le réseau. Par exemple, dans un réseau dans lequel il n'y a que des cases blanches ou noires, l'alphabet aurait 2 objets en lui, l'état blanc et l'état noir. Maintenant que chaque case a un état, il faut définir comment leur état va varier au cours du temps. Pour ça, on va d'abord définir ce qui s'appelle le voisinage. Il s'agit de l'ensemble des cases qui auront un impact sur le prochain état de la case intéressée. On l'appelle voisinage parce que le plus souvent, ce sont les cases adjacentes à la case intéressée. Pour finir, il faut poser des règles qui définiront l'état futur d'une case en fonction de l'état des cases de son voisinage. Maintenant qu'on a défini les automates cellulaires, on va pouvoir définir ce que c'est qu'un automate cellulaire élémentaire. Donc les automates cellulaires élémentaires sont les automates cellulaires les plus simples que l'on puisse faire, tout en ayant un minimum de choses à voir. Je vais donc passer en revue les 4 éléments qu'on a vus précédemment, en trouvant leur version la plus simple possible. Alors pour la dimension, on n'a qu'à prendre 1, c'est juste une ligne, c'est sans doute le plus simple qu'on puisse trouver. Alors peut-être il y en a parmi vous qui se disent que la dimension 0 est encore plus simple, mais là on n'aurait rien à observer, ce serait juste un point, donc on va prendre une dimension 1. Ensuite, pour l'alphabet, il suffit de prendre le moins d'états possible, donc 2. Alors là encore, on pourrait prendre un seul état, qui serait encore plus simple, mais du coup on n'aurait toujours rien à observer puisque toutes les cases auraient tout le temps le même état, quoi qu'il se passe. Donc ça servirait à rien, on n'observerait rien d'intéressant. Alors pour le voisinage, on va prendre la case concernée, plus son voisin de droite et son voisin de gauche. Ça fait donc 3 cases. On a maintenant tous les éléments nécessaires pour définir avec précision ce que c'est qu'un automate cellulaire élémentaire. Donc un automate cellulaire élémentaire, c'est un automate cellulaire qui a une dimension, qui n'a que 2 états, et qui a un voisinage de 3 cases. Alors il reste encore les règles à définir, mais justement c'est ce qui permet de différencier un automate cellulaire d'un autre. Les automates cellulaires élémentaires sont en fait l'ensemble des règles possibles que l'on peut faire avec ce genre d'automate cellulaire. Bon, maintenant voyons comment différencier ces automates. Pour ça, on va utiliser une astuce. Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé des cases blanches et noires pour définir les ECA, car c'est plus visuel. Mais en réalité, je pouvais associer n'importe quoi à ces états, y compris les chiffres 1 et 0. Notre automate cellulaire devient donc une simple ligne de code binaire, dont on peut traduire des portions comme de simples nombres. Donc, si, par exemple, je prends une série de 3 cases, ce qui correspond au voisinage de la case centrale de la portion, je peux la transformer en un nombre. Alors, petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas comment marche le code binaire, pour mieux comprendre, partez du système décimal. Dans le système décimal, les unités valent 1, les dizaines valent 10, les centaines valent 100, soit 10 fois 10, les milliers valent 1000, soit 10 fois 10 fois 10, et ainsi de suite. Eh bien, c'est pareil en binaire, mais avec des 2 à la place des 10. On a donc des dizaines de 2, des centaines de 2 fois 2 égale 4, et des milliers de 2 fois 2 fois 2 égale 8, et ainsi de suite. Mais bon, retournons à nos moutons. Le nombre associé aux cases d'un voisinage sera donc compris entre 0 et 7. Il y a donc 8 combinaisons de voisins possibles.
Il faut ensuite associer chaque configuration de voisin à un état, le prochain état de la case centrale, et on obtient donc un tableau comme celui-ci. Ce tableau permet de définir la règle d'un OCA. Vu qu'il n'y a que 2 possibilités pour chaque case, il n'y a que 2 puissance 8 égale 256 combinaisons possibles. Il y a donc 256 règles, soit 256 automates cellulaires élémentaires. Mais ce tableau nous permet de faire encore mieux. Comme vous pouvez le voir, la seule partie qui change dans ce tableau, c'est la colonne de droite. Et vu qu'elle ne contient que des 0 et des 1, on peut elle aussi la lire comme un nombre binaire. On peut donc non seulement connaître le nombre de CA, mais on peut aussi leur associer un numéro qui permet de définir leur fonctionnement. Alors je vais quand même parler d'une dernière chose avant qu'on passe à la programmation. Normalement, avec ce que je viens de vous dire, voici à quoi devrait ressembler un automate cellulaire élémentaire. Donc à part si vous êtes fan de code barre, c'est pas très intéressant. Donc pour qu'on puisse voir plus facilement les motifs qui se dessinent, ce qu'on fait le plus généralement, c'est qu'on affiche la dimension de temps comme une dimension d'espace. En gros, ça revient à superposer tous les états de l'ECA plutôt que le faire changer au fil du temps. Donc on obtient une image statique au lieu d'une ligne qui évolue au cours du temps. Ok, du coup maintenant on passe à la partie programmation. Donc on va d'abord commencer par créer une classe que je vais appeler ECA, qui contiendra toutes les variables et fonctions dont on va avoir besoin. Alors comme variable, je vais en créer une qui sera la valeur de la règle qui définit l'ECA. Et je vais aussi en créer une qui s'appelle Leng, qui correspondra au nombre de cases que fait notre CA. Je vais aussi créer un tableau qui contiendra les états de chacune de ces cases, que je vais appeler monde. Je vais en profiter pour importer les librairies array, parce que ça pourra nous servir. Voilà. Alors maintenant, on va faire le constructeur. En paramètre, on va mettre la valeur de la règle et la longueur de l'ECA. Donc, length égale L. On va donner la longueur au tableau world. Et ensuite, pour la règle, je pourrais techniquement juste faire ça. Mais si je fais juste ça, ça ne sert à rien. Parce que, comme vous le savez, la valeur de la règle correspond juste à un nombre qui permet de différencier les ECA. Mais si on veut vraiment faire les calculs avec, calculer les prochaines générations, ce qu'il nous faut, c'est la ligne de 8 cases, qui contient des 0 et des 1. Donc en fait, il faut convertir ce nombre en binaire. Donc pour ça, je vais créer une fonction que je vais appeler setRule. Je vais également créer un nouveau tableau qui contiendra la valeur de la règle en binaire. Je vais appeler ruleDate. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que on va commencer par assigner rule à la valeur. J'ai oublié d'ajouter un paramètre, la valeur ici. Dans le constructeur, on va faire setRule R. Donc ensuite, selon le langage que vous utilisez, vous pourrez peut-être convertir des nombres en binaire directement, mais en Java, je crois pas que ce soit le cas, donc on va le faire avec une boucle for. Donc for int i égale 0. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre ruleDate et on va assigner chacune des valeurs de i à quelque chose. Mais là, il faut savoir à quoi. Donc si on commence par les unités, c'est pas très compliqué, hein. Un nombre binaire, ces unités valent 1 si le nombre est impair, et sinon ça vaut 0. Donc on peut juste faire R modulo 2, car si le nombre est impair, ça retournera 1, sinon ça retournera 0. Mais ensuite, ça se complique. Parce qu'après, il faut vérifier par exemple si le nombre est multiple de 4, puis de 8, puis de 16. Mais en fait, vérifier si le nombre est multiple de 4, ça revient juste à diviser le nombre par 2 et vérifier s'il est multiple de 2 ensuite. Donc pour ça, on a juste à faire R et le diviser par 2. Alors ce langage que vous utilisez, il ne faudra pas oublier de retirer le module comme ça, avant, parce que sinon vous obtiendrez des nombres à virgule. Mais vu qu'on est en Java et qu'on utilise des entiers, l'arrondi se fait tout seul, automatiquement. Donc on n'a pas besoin de le faire. Et là, normalement, ça fonctionne. Donc ensuite, maintenant, on va faire quelque chose qui va nous calculer la valeur actuelle du tableau. Parce que je vous rappelle qu'il faut qu'on sache dans quelle case des données des règles il faut regarder. Et pour ça, il faut qu'on puisse transformer les 3 voisins d'une case en un nombre entre 0 et 7. Donc là aussi, c'est une conversion en binaire. Sauf que c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on convertit un état en binaire en un état décimal. Donc je vais faire value pour valeur des voisins. C'est un int parce qu'on va retourner une valeur. Pour l'instant, je mets retourne 0. Et en paramètre, on va mettre une valeur x qui correspondra à la case sur laquelle on regarde. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va créer un int qu'on va appeler somme, qui va être égal donc à la valeur de chacun des voisins. Puisqu'on lit ça comme un nombre binaire, le voisin de droite est multiplié par 1, la case centrale est multipliée par 2, et la case de gauche est multipliée par 4. Donc on obtient
world x plus 1 plus world x fois 2 plus world x moins 1 fois 4. Et là on a juste à retourner somme. Donc techniquement on peut carrément juste faire ça en fait. Mais si on fait juste ça on va avoir un problème. Parce que pour la plupart des valeurs ça pose pas de problème, ça fonctionne bien. Mais si par exemple en x on a la valeur de la longueur, par exemple si je fais mon truc qui fait 100 cases de long, si je prends la case 99, ben la case au-delà elle va sortir du tableau, du coup ça va faire une erreur. Donc pour ça, il faut qu'on trouve une solution. Alors une des solutions ce serait juste de considérer que les cases au-delà du tableau valent toujours 0 ou 1, mais il y a une solution plus élégante, c'est juste de relier la fin du tableau avec le début du tableau. Donc pour faire ça, il suffit juste de faire un modulo. Par exemple, x plus 1 si vaut 100 et que je fais modulo 100, la longueur, j'obtiendrai 0, donc ça reviendra au début. Donc on fait modulo leng. C'est pour ça que j'ai créé la variable leng à la base. Pour x-1, pour essayer de faire la même chose, le problème c'est qu'en Java, les nombres négatifs fonctionnent pas bien avec les modulos, donc pour être sûr qu'on reste dans les positifs, on va ajouter leng une fois, donc ça changera rien au résultat puisqu'on fait modulo leng après, mais du coup, au moins on reste dans les positifs. Maintenant, on a juste créé une fonction qui calcule la prochaine génération d'un coup, donc on va appeler ça nextGen. Donc là, il suffit juste d'itérer à travers tout le tableau, world, et à changer les valeurs. Alors quand même, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas modifier directement le tableau world, parce que si je fais ça, ça va changer l'état des cases au fur et à mesure. Du coup, si je calcule la case x, et quand je voudrais calculer la case x plus 1, je ne pourrais plus obtenir la valeur de la case x puisqu'elle a changé, puisque je viens de la calculer. Du coup, pour ça, on va créer un tableau intermédiaire, que je vais appeler nextGen, qui fait la même longueur que le tableau de base, et je vais assigner toutes les nouvelles valeurs à ce tableau. Et ensuite, à la fin, je ferai world égale nextGen. Alors là, je suis pas sûr, je vais quand même mettre une majuscule pour le différencier bien par rapport au nom de la fonction. Voilà. Et ici, c'est facile, donc nextGen i est égal alors à la valeur de la règle. Et donc pour avoir l'index, on récupère la value de la case actuelle. Et voilà, normalement ça devrait marcher. Donc pour vérifier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un ECA de test. En règle, je vais lui mettre la règle 18. Longueur, ouais, on va lui faire 30. Alors là, techniquement, quand je le crée, il n'y a rien qui change puisque le tableau est entièrement vide, il ne contient que des zéros. Donc pour qu'on puisse voir si ça marche, je vais changer une des valeurs en mettant une case égale à 1. Donc on va prendre la moitié. Donc là, pour vérifier que le CA marche bien, je vais faire une boucle for qui va se répéter 20 fois, dans laquelle je vais appeler la fonction nextGen, puis je vais afficher l'array pour vérifier que tout marche bien. Voyons voir si ça marche. Ah oui, petite erreur, excusez-moi. Voilà. Donc là, si on regarde, alors c'est un peu difficile à voir parce que c'est que des 1 et des 0, mais on voit bien la fractale qui se dessine en triangle de Sierpinski qui se dessine là. Donc normalement ça marche. Donc bien sûr on va pas rester avec cette version nulle de terminal, on va faire ça avec processing et son interface graphique. Donc là je vais faire un petit entier L que je vais pour la longueur puisqu'on l'utilise à plusieurs reprises. Voilà, tout ça je vais le mettre dans la fonction setup. Voilà. Une taille, allez, 400, 200. Ah, donc je disais 400, 200, qu'est-ce que ça donne? C'est un peu petit, on peut le faire plus gros. Voilà, bon, ça donne ça. Donc on va faire ça, je vais faire un background sombre, allez. Non, clair, allez, hop, 255. Donc on va pas mettre de stroke, et on va mettre un fil vide, voilà, 0. Et aussi on va limiter la framerate tant qu'on y est. Ok. Ensuite dans void draw, on va faire test.nextGen, donc créer une génération test et on va faire test.draw. Et draw ça va être une fonction qu'on va ajouter ici qui va dessiner l'état actuel de l'ECA. Donc ce qu'on va devoir faire bien sûr c'est passer au travers de tous les états du tableau, donc je vais recopier ça. Voilà. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va dessiner un rectangle blanc ou noir en fonction de l'état des cases. Alors je pourrais dessiner un rectangle blanc à chaque fois que la case vaut 0 et un rectangle noir dès que la case vaut 1. Mais pour gagner du temps, en fait, je vais faire juste toute la ligne en blanc, puis dessiner seulement quand les cases seront 1, un rectangle noir, comme ça on va économiser de la puissance de calcul.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fil 255. On va faire un rect. Et là, on a un problème. Alors pour la hauteur, comment on fait? Parce que avec la hauteur, on peut pas savoir où il faut dessiner dans la fenêtre. Pour ça, il faut savoir où on en est. Donc pour ça, je vais ajouter une variable ici que je vais appeler gen, qui vaudra 0 pour génération. Et dans nextGen, je vais incrémenter cette variable de 1. Du coup, maintenant, on sait où on en est. Donc rectangle, pour la valeur x, je mets 0. Ici, je mets gen. En longueur, eh bien, je mets juste la longueur de notre tableau. Et ici, je mets juste 1 pour 1 pixel. Donc là, normalement, ça se contente juste de dessiner un rectangle blanc. Donc pour qu'on le voit, je vais mettre un truc un peu plus sombre. Voilà, donc là, vous voyez, ça dessine la longueur. Ensuite, du coup, nous, ce qu'on veut, c'est vérifier l'état actuel du tableau. Je vais faire, c'est si world i est égal à 1, alors on dessine un rectangle. Donc juste avant, on va remettre fil à 0, là. Voilà. Et du coup, je fais rectangle. Alors la valeur x, c'est la case actuelle, donc i. La hauteur, c'est toujours gen. Et là, cette fois-ci, on fait que un carré de 1 fois 1 pixel. Donc là, si je lance, vous pouvez voir, ça dessine bien un fractal, et là, ça part en n'importe quoi à cause du fait que ça boucle. Sauf que comme vous voyez, ça ressort pas. Une fois qu'on est arrivé en bas, ça s'arrête. Mais ce que je fais dans les simulations, c'est quand ça arrive en bas, je repars en haut. Et ça se superpose. Donc pour ça, il suffit juste de prendre la génération ici, et faire modulo la hauteur de la fenêtre. Comme ça. Du coup, si par exemple la hauteur de la fenêtre c'est 400 comme ici, et qu'on est à 405, bah ça va repartir et ça va l'afficher à 5. Du coup ça va marcher. Donc là, si je lance, et vous voyez ça se génère jusqu'en bas, et hop ça revient en haut. Ok, donc maintenant ce qu'on pourrait faire c'est que bon, on utilise une toute petite partie de la fenêtre, ce serait mieux si on utilisait toute la longueur de la fenêtre. Donc on pourrait changer à la main en remplaçant les 1 par les bonnes longueurs, mais ce serait un peu long, donc je vais faire juste en sorte que ça remplisse la longueur en fonction de la longueur de la fenêtre. Donc pour ça je vais créer une valeur scale qui va être égale à la longueur que devrait avoir chaque carré. Donc pour ça il suffit juste de prendre la longueur de la fenêtre actuelle et la diviser par la longueur de notre tableau. Du coup si notre tableau est 4 fois plus petit, et ben, il faudra faire des cases de 4 pixels. Donc ensuite c'est facile, ici je fais leng fois scale, mais ça revient juste à faire la longueur. Ici du coup je fais juste scale, en bas aussi. Le i ici du coup faut le multiplier par scale puisque chaque case fera i fois 1 fois scale de longueur. Et pour finir il faut encore mettre à jour la génération, donc pour ça on fait génération fois scale. Donc normalement si je lance la simulation, là comme vous pouvez voir ça se remplit et ça remplit bien toute la fenêtre. Donc tout fonctionne parfaitement. On peut aussi essayer de changer de règle, donc par exemple 30. Là vous voyez la règle 30. Ou 110 par exemple. Donc voilà, ça fonctionne. Maintenant vous pouvez toujours ajouter des fonctions qui génèrent des patterns aléatoires, qui permettent de passer à travers toutes les règles les unes après les autres, comme ce que j'ai fait. Vous pouvez ajouter des dégradés multicolores aussi, en changeant la couleur des cases. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez, mais en tout cas avec ça vous avez le code de base pour générer tout le programme. Alors c'est sûr, il y a quand même une bonne partie des automates cellulaires élémentaires qui sont assez ennuyeux, qui font juste des lignes ou des triangles ou des formes très basiques. Mais il y en a quand même quelques-uns qui génèrent des choses plus complexes, comme par exemple la règle 18 qui génère une sorte de fractal avec des triangles, ou la règle 106 par exemple. Lorsqu'on la génère avec juste une case à 1 et les autres à 0, on obtient juste une ligne toute nulle qui a rien d'intéressant. Mais si on la génère avec une suite aléatoire de 0 et 1 à la base, on obtient cette image qui est très stylée par rapport à une simple ligne. Mais il existe d'autres règles comme la règle 30 qui génèrent des motifs complexes de base, même si on prend juste une case à 1 et les autres à 0. Et il y en a même comme la règle 110 qui génère des sortes de faisceaux qui ont l'air d'interagir entre eux. Donc là, bon, on a atteint un niveau de complexité quand même assez haut. Et c'est quand même dingue de se dire qu'avec juste une valeur comprise entre 0 et 255, on peut générer un truc aussi compliqué. Donc moi, bien sûr, j'ai fait une version beaucoup plus compliquée que ce que je vous ai montré, avec plein d'autres options. Par exemple, vous pouvez créer non pas que des ECA, mais vous pouvez faire des automates cellulaires en une dimension, comme vous le souhaitez, par exemple avec 5 voisins au lieu juste de 3,
ou avec 3, 4 ou 5 états, et du coup là vous pouvez obtenir des choses encore plus stylées et encore plus complexes, donc j'ai mis tout ça sur GitHub, vous pouvez lire la documentation et tout ça pour essayer de reproduire ou de vous amuser avec. En attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo.